Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un volley final. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable le quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. À droite, mais à la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Bonjour à tous, on est de retour au micro pour un nouvel épisode. On commence à pas mal enchaîner, Jonathan. J'arrive pas à suivre sur la post-production. Je crois qu'on est rendu à l'épisode 17. Il me semble, oui. Il me semble que oui. Pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, on avait reçu notre premier invité de marque qui était Patrick Ayotte de l'ARSM. Et on va faire notre petite introduction, là, mais on a un autre invité de marque aujourd'hui. Oh. C'est parce qu'on est maintenant dans des beaux locaux et qu'on fait plaisir, donc on est obligé d'avoir des invités de marque pour suivre aussi ceux qui nous prêtent les locaux. Absolument, les super locaux du DJ Hub. Et pour vrai, c'est vraiment un step-up de plus. Puis pour ceux qui nous regardent en vidéo aussi, c'est grâce à ça qu'on est capable de faire de la vidéo. Et on est vraiment bien installé ici. C'est la deuxième fois déjà, puis comme tu dis, on enchaîne plus rapidement parce qu'on a accès à cet espace-là. Fait qu'attendez-vous aussi à avoir plus souvent des épisodes au courant des prochaines semaines. Laissez-moi le temps de faire la post-production quand même. Je te mets pas de pression du tout, là, pas du tout. Non. Du tout. Mais justement, l'invité, cet épisode-là me tenait vraiment à cœur aussi de le faire parce qu'on a un invité effectivement de marque avec Philippe de Soccer Québec. Qui va être là pour nous présenter un petit peu beaucoup ce que c'est que les CDC. Parce que je sais que c'est les centres de développement de clubs. J'ai entendu dire développement communautaire, je ne sais plus quel est le club. Donc tu vas expliquer un petit peu ce que c'est. Et ça me tient à cœur parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est absolument pas compris à Shawinigan et puis peut-être dans d'autres clubs. Tu m'expliqueras si on est les seuls à avoir un petit peu de retard ou pas. Avec grand plaisir. Mais vraiment pour expliquer pourquoi on fait ça. Pourquoi ça, cette forme-là? Quel est le but pour le club, pour les jeunes? C'est tout ça que j'ai un paquet de questions en tête. J'ai un paquet de questions que mes entraîneurs m'ont déjà donné, ainsi de suite. Donc je vais répéter. J'espère pouvoir y répondre. Oui, je suis à peu près sûr, je suis à peu près tranquille. Mais la toute première question, c'est une question rituelle du podcast qu'on demande à tous nos invités. C'est... je vais te dire, il faut que tu répondes assez court parce que je sais que tu es très bavard. Non, pas du tout. Moi, la jasette? Non. J'aime pas ça. C'est comment tu es tombé dans le soccer, dans le foot? Comment, à quel moment? Quel est ton parcours? Alors, je vais faire ça le plus rapidement possible. Je suis né au Brésil. Fait que je suis tombé dans le foot par naissance. Hein? Ça commence bien, une réponse courte. Hein? Voilà. Quand on revient à la naissance, mais c'est clair que j'ai grandi jusqu'à mes 11 ans, avant d'arriver au Québec à 11 ans. J'étais dans un pays de foot. Le Brésil, c'est un monopole, le foot. Donc, je suis arrivé au Québec, j'ai commencé à jouer très rapidement dans les clubs. J'ai fait les championnats canadiens, j'ai représenté le Québec 2 fois. Puis, à mon époque, il n'y avait pas de grande opportunité pour les seniors. Hein, tu partais à l'Impact ou c'était fini, quoi. Puis, j'ai rapidement commencé à coacher. Fait que j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui ont vu que j'avais un intérêt pour la pédagogie et ils m'ont fait tomber dans le foot comme coach. Et donc, j'étais 17-18 ans déjà, j'étais assistant coach et tout. Puis là, j'ai commencé, j'ai eu la piqûre tout de suite. Et donc, j'ai fait les clubs, j'ai fait l'ARS. Je suis devenu directeur technique régional à l'ARS Lac-Saint-Louis. Donc, ça, c'est tout le West Island de Montréal, une énorme région. Donc, très tôt dans ma vie, j'ai eu ces opportunités-là de diriger des CDR, des sports-études. Et ensuite, j'ai eu une autre opportunité fantastique qui est d'être à l'Impact de Montréal, où j'avais la pré-académie. Donc, j'étais responsable de la pré-académie des 8 à 12 ans à l'époque. Donc, j'ai eu des mentors, encore une fois, incroyables qui m'ont mentoré, qui ont cru en moi et donc qui m'ont donné la piqûre de la pédagogie et de mélanger la pédagogie avec le foot. Donc, 2 passions. Et en 2019, j'ai quitté le foot. Oh! Ouais, en 2019, j'ai quitté le foot pour faire un doctorat. Et donc, j'ai fait mon doctorat en sciences politiques. Et là, je ne pensais plus revenir.
Mais là, j'avais fini ma thèse à peu près. Et en 2024, Soccer Québec avait voilà, un développement incroyable qui se passait. Puis moi, j'avais envie d'avoir un mandat provincial si jamais je revenais. Puis là, il y avait comme plein de choses qui se passaient à Soccer Québec, très dynamique. Et donc, j'ai dit, je fais un tour, ouais, j'y vais. Et donc, je suis ravi parce que ça m'a permis justement de replonger dans le CDC. Moi, je suis un gars de grassroots, je suis un gars de catégorie de base. C'est ça qui m'intéresse vraiment dans le foot. Oui, j'ai fait l'équipe nationale, j'ai fait le haut niveau un petit peu avec l'Impact et tout, mais moi, ce qui me touche vraiment, ce que j'aime le plus, c'est le développement à long terme des jeunes. Et donc, c'est là, je suis un grassroots. Je suis un gars de grassroots. Alors, je suis là pour le soccer de base. C'est ça qui m'intéresse le plus, le développement à long terme des jeunes. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ce replongeon et m'y voici, alors, avec 15 mois après, à Soccer Québec, encore très heureux de ma job. Ok. Quand je dis que c'est un invité de marque, quand même. Quand même. Quand même. C'est gentil. Je ne me considère pas pantoute comme un invité de marque, mais merci pour vos gentils mots. Bah, vu le parcours, quand même. Ouais. Puis dans l'ici et maintenant, c'est quoi ton rôle chez Soccer Québec? Ça a été quoi ton mandat? Là? Tu parlais des 18 derniers mois. Là. Ouais, donc j'ai commencé en février 2024. J'ai été plongé. Vous savez, à Soccer Québec, on travaille beaucoup. On a des mandats vraiment importants. On touche toute la province. Donc, ça n'arrête jamais. On travaille énormément. Je suis arrivé dans un bateau un train, au fait. C'était pas tout un bateau, c'était un train qui allait à 100 000 à l'heure. J'ai embarqué dessus, puis là, j'ai suivi la gang. Et ce qu'il y avait à faire à ce moment-là, c'était de justement faire un CDC 2.0. Donc, c'était mon premier mandat, c'était le CDC. Donc, quand j'ai eu cette invitation de votre part, d'ailleurs, merci encore de me donner cette opportunité de parler de ma passion, le CDC. J'ai eu tout de suite vraiment, c'est un privilège immense là, de faire un CDC 2.0. Donc, on avait une grille d'évaluation qui était bonne, mais qui voulait rendre ça encore meilleur. C'était mon premier mandat, c'est de revoir tout le processus d'évaluation du CDC. Donc, c'était mon premier gros mandat. Fait que je suis arrivé vraiment là, à frais. Puis j'ai été à 150 km/h à refaire la grille. Fait que c'était mon premier mandat. Donc, la grille a amené à une formation, la formation responsable de plateau. Ça a amené aussi aux objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut apprendre à tel âge et tel âge. Et donc, j'ai fait ensuite un cours d'entraîneur qui s'appelle le certificat d'éducateur et éducatrice provincial, le CEP. Et tout ça fait une grosse boucle pour que les catégories de base aient le meilleur service possible. C'est-à-dire le plus clair, le plus transparent. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend de nos joueurs, joueuses et qu'est-ce qu'on s'attend de nos éducateurs, éducatrices. Et donc, j'ai clarifié tout ça pour faire que ça soit juste une seule et même chose, que ce qu'on demande à la formation d'entraîneur, ben, c'est ce qu'on retrouve dans la grille du CDC, c'est ce qu'on demande aux jeunes de vivre dans la séance. Donc, tout ça est aligné maintenant, puis j'ai eu un 15 mois extraordinairement occupé, mais qui me remplissait d'énergie, de passion, parce que je savais que j'allais impacter des milliers de jeunes à travers le Québec. Donc, imaginez le privilège de se réveiller le matin, puis de dire, je vais augmenter la qualité d'un service offert partout au Québec. T'sais. Donc, je me sens très, très, très privilégié. J'ai beaucoup de gratitude envers ma job. Donc, voilà. Passionné, le mot est faible. Passionné aussi, oui. Oui, clairement, c'est ma passion. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu es en train de dire. Donc, tu dis que tu as refait la grille des CDC. Ouais. Donc, moi, comme je le comprends, c'est que ça existait déjà. Tout à fait. Mais ça date de quand? Parce que pour moi, pour nous, à Shawinigan, on va dire que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Alors, moi, je te l'ai présenté comme l'inventeur du CDC. non. Le papa du CDC. Papa, tout. Alors, vous pouvez tout de suite couper ça. Je ne suis pas le papa du CDC. Parce que vu le parcours que tu as dit, ouais. Tu as certainement connu aussi les clubs où le coach partait tout seul avec le sac et puis on le revoyait à la fin de l'été. Ah oui, c'était la norme. À Shawinigan, c'était la norme il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ouais. Quand je t'entends en parler, toi, ça a l'air d'être une norme que ça fait un moment que c'est passé ou... Alors, c'est sûr que à la base, moi, je me rappelle en 2012, là, j'avais fait le FIFA Grassroots. Okay? Donc, j'étais un des formateurs invités par FIFA de venir suivre une formation. Une parenthèse, qu'est-ce que tu appelles le Grassroots? Alors, Grassroots, c'est une excellente question, en fait. C'est juste pour que tout le monde comprenne. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Merci de le préciser. Il y a deux définitions. Une qui dit le Grassroots, c'est tout le monde qui commence dans le soccer. Donc, tu peux commencer à 16 ans puis être dans le Grassroots.
Moi, j'adhère pas à cette définition-là. Je préfère la définition de catégorie de base. Donc, c'est le 4 à 14 ans. Donc, quand je dis grassroots, là, pensez 4 à 14, 4 à 13. OK? On va être très précis parce que les objectifs d'apprentissage, je les ai menés jusqu'à 14. Mais la vérité, le grassroots, c'est de 4 à 13. Donc, 4 à 13 ans, quand je dis grassroots, pensez à ça, 4 à 13 ans. Et merci pour la précision, c'est important que tout le monde nous suive. Donc, oui, ça existait déjà depuis très longtemps. FIFA disait rotation, plateau, développement d'une base de joueurs avec le même service parce qu'en jeune âge, on ne sait pas qui va devenir les meilleures joueuses, les meilleurs joueurs. On ne le sait pas. Et donc, le but, c'est d'offrir le meilleur service au plus de joueurs possible. Quand on a un coach qui part avec son sac et on se revoit à la fin de l'été, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Certains sont excellents, d'autres un petit peu moins, ce qui est tout à fait normal comme dans tous les jobs. Et donc, on a un petit bassin de joueurs qui est développé de manière X, l'autre de manière Y. Et dans un même club, je vais avoir une différence énorme dans le service offert à un jeune de 9 ans. Ça ne fait pas de sens. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout le monde réuni et d'avoir le même service offert pour s'assurer que le plus grand nombre de joueurs, joueuses en bas âge puissent bénéficier du meilleur service possible pour avoir la base la plus large possible qui a de la qualité comme service. Et donc, les plateaux, donc la rotation, d'avoir un service équitable pour tout le monde, de ne pas séparer les joueurs trop vite. Toi, 9 ans, oublie ça, là. Tu ne seras jamais rien. Non, mais c'est vrai, hein? C'est un peu ça, là. Bye. Toi, le soccer, là, c'est pas pour toi, là. Touche un petit peu le ballon, puis bye. C'est pas vrai. Alors qu'on voit qu'il y a des joueurs, joueuses qui commencent très tard leur carrière et qui deviennent des vedettes internationales. T'sais, donc, je pense que l'idée du CDC qui existe depuis très longtemps, donc je suis loin d'être le papa. Moi, tout ce que j'ai amené à Soccer Québec, puis c'est pas même moi, parce que les gens m'ont attribué parce que c'était mon mandat, mais c'était un travail d'équipe extraordinaire, là. Il n'y a pas un membre de Soccer Québec qui n'a pas revu, corrigé, mis une virgule, dit ça marche pas. On a travaillé comme des fous pour sortir de février, puis en avril, avoir la grille prête, là. Puis une formation au mois de mai, t'sais. Au mois d'avril, au fait, la première formation. Donc, on a fait ça à une vitesse extraordinaire, mais tout le monde a participé. Donc, c'est un travail d'équipe. Et je suis là d'être le papa. L'idée, elle existe depuis très longtemps. Comme je vous dis, FIFA Grassroots, 2012, là, j'ai les photos là, chez nous. Là, on était une gang qui est encore là, puis ils nous disaient déjà comment faire les plateaux, les rotations, pour que le plus de jeunes puissent avoir un service du même niveau. Et c'est ça le but, développer le plus de joueurs-joueuses possible. Puis moi, je rebondirais là-dessus parce que je pense que là, on s'attaque à un mythe que moi, j'entends beaucoup. Ouais. C'est que le programme, tout ce qui est CDC, ça vient de Soccer Québec et de Soccer Canada. Donc, est-ce que c'est appliqué ailleurs dans le monde? Est-ce que c'est Absolument. C'est la norme. La vaste majorité des pays en Europe fonctionnent comme ça depuis de nombreuses années. L'idée de sortir de l'entraîneur, souvent bénévole en plus, à qui on donne le sac de ballon, puis on lui dit « Hey, bonne chance! » Si on lui dit « Bonne chance », ça se peut même qu'on lui dise pas « Bonne chance ». Puis là, il doit s'improviser coach. Je veux dire, c'est sûr que notre sport ne va pas se développer. Donc, on a compris ça depuis très longtemps. Et c'est vrai pour n'importe quel autre domaine. On ferait tout ça avec nos enfants à l'école. Bon, ça, c'est un autre débat, là, mais disons que, parce qu'on a quelques enjeux aussi au niveau de l'éducation, mais on ne ferait pas ça. On ne ferait pas ça avec nos jeunes à n'importe quel autre niveau. Si on veut qu'ils apprennent de quoi, bien, on leur donnerait à tout le monde un service de qualité. Puis même nos écoles primaires, je sais qu'il y a beaucoup de débats, mais règle générale, le système d'éducation au Québec il est très égalitaire et très équitable. Et donc, le but, c'est d'offrir à tout le monde le plus de bons services à travers la province. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui soit à Shawinigan, à Chicoutimi, à Val-d'Or, à Gaspé, n'ait pas le même service que quelqu'un à Montréal en termes de qualité. Donc, voilà, je pense que c'est ça l'objectif. Et partout dans le monde, on fonctionne comme ça déjà depuis de très nombreuses années. En Europe, c'est la norme depuis au moins 10 ans que les clubs fonctionnent comme ça. Donc, Soccer Canada a pris cet envol-là aussi. Et Soccer Québec a été très, très avant-gardiste dans le CDC. Donc, on a commencé très tôt aussi. Puis là, on continue, puis on voit les résultats qui sont vraiment, vraiment satisfaisants à ce niveau-là. Moi, juste pour que tout le monde comprenne, quand on parle de CDC, à quoi ça correspond, puis tu vas me corriger si je dis des bêtises. Okay, donc, un CDC, c'est une activité par semaine où tous les jeunes d'un même âge se retrouvent sur le terrain avec 4 ateliers et on les divise en 4 groupes et on les fait tourner sur chaque atelier pendant 10-15 minutes. Avec
chaque atelier un animateur, qui, je pense dans beaucoup de clubs au Québec, c'est des parents bénévoles. Voilà. Et on a un responsable de plateau qui est là, qui lui a monté la séance, qui a choisi les exercices, qui les a préparés, qui a préparé 1 heure à l'avance généralement la mise en place, et qui va, je dirais pas animer, mais corriger au moins les animateurs. Est-ce que c'est comme ça que c'est un CDC ou... Ben, c'est une image tout à fait possible d'un CDC, mais c'est pas la seule. Ok. Ouais. Mais c'est une image possible, c'est-à-dire que tout ce que tu as décrit pourrait être un CDC, tout à fait. Mais c'est pas la seule image, c'est-à-dire par exemple, on pourrait avoir 2 éducateurs, éducatrices par atelier, pas juste un. Ah ouais, On pourrait avoir un directeur technique qui a fait les séances et non pas le responsable de plateau. On pourrait avoir des coachs payés et non pas des bénévoles. Donc, donc voilà, il y a d'autres modèles, mais l'idée, c'est ça. L'idée pour le CDC, c'est d'avoir des ateliers. Ça peut être 3, pas obligé d'être 4. Ça peut être 3. Oui, tout à fait. J'ai vu des 3x20 qui sont excellents. Un atelier plus technique, un plus technico-tactique, petit match. Oh, ça, voilà, on rentre à la maison. C'est excellent aussi, là. Donc, c'est pas obligé d'être 4. À 3, ça peut fonctionner très, très bien. Ça peut être même plus opportun d'avoir 3, dépendamment de ton bassin, dépendamment de ton hétérogénéité. Donc, il y a plein d'affaires, de ton espace, tout simplement. Donc, ça peut être 3. Donc, l'idée, c'est de rotationner, donc d'avoir des rotations où tout le monde va expérimenter tous les ateliers, parce qu'il faut savoir que chaque atelier a une vocation pédagogique spécifique. Donc, je veux travailler telle chose à l'intérieur de mon thème. Là, je mets une emphase plus technique. Là, c'est plus technico-tactique. Petit match à la fin. Donc, vous voyez, c'est que tout le monde va expérimenter le même service. C'est vraiment ça le CDC, c'est que tous les joueurs, joueuses ont le même service. Et c'est ça l'essentiel à retenir. La plus grande base, le meilleur service possible. Ok. Je continue parce que moi je vais commencer à rentrer dans les questions qui. Ben, on est là pour ça. Pas qui fâchent, mais Ben non, on je est vais là jouer pour l'entraîneur. ça. Et Ouais. la première question qui me vient à Ouais. l'esprit, donc tout à l'heure, tu avais donné l'exemple du petit jeune, du petit enfant, quand lui il n'est pas bon, on le laisse de côté, que c'est inadmissible. Ok. Oui, exact. Inadmissible. Maintenant, on va pas se cacher non plus, il y a quand même un classement qui est fait entre les jeunes. Quand je te parle d'équipe bleue, orange, ainsi de suite, au début de saison, ça te parle? Ben, je sais exactement, oui, il y a un classement, mais il ne devrait pas avoir de classement, mais il peut avoir un regroupement par compétence. Tout à fait. Et ça, c'est pas mauvais, là. C'est pas mauvais. Il peut avoir un regroupement par compétence, mais continue ta question. Non, ben, plus pour il y a donc un regroupement et moi je vais mettre le costume de l'entraîneur d'une équipe orange ou bleue, peu importe. Ouais. Et la première réflexion que je vais avoir avec mon responsable plateau, mais je reste avec mon équipe sur les exercices, je vais tourner avec eux quand même. Alors, ça se peut. Donc, il y a des CDC qui sont organisés que l'éducateur, éducatrice qui va être au match, il va suivre dans les 4 ateliers ou dans les 3 ateliers. Ça se voit, ça fonctionne très bien. C'est plus de job parce que là, il doit maîtriser l'atelier technique, mettons, l'atelier technico-tactique. Mettons que tu en as 4, ça fait 3 ateliers plus le match. Bon, le match, règle générale, tout le monde est capable de s'adapter, là, mais c'est quand même 3 ateliers. Aussi, une autre chose que tu as dit tantôt, je m'excuse, hein, vas-y. Kevin, il peut avoir plus qu'une séance par semaine. Okay? Donc, ça peut être 2 ou 3. Donc, imaginez, l'éducateur il doit se préparer à 3 ateliers, 2 fois semaine, peut-être 3. Donc, c'est plus de job. Mais moi, j'ai déjà vu des éducateurs qui suivent leur groupe, des éducatrices qui suivent leur groupe. Ça se voit, puis ça peut fonctionner très, très bien. Mais règle générale, ce qui est le plus efficient, ce qui te donne le plus de qualité, moi, comme éducateur, c'est de faire la même chose 3 fois parce que là, je suis vraiment bon dans ce que je fais. Alors que si à chaque fois, je dois redémarrer, c'est plus difficile. Là, moi, quelqu'un qui est très expérimenté, là, mais règle générale, dans l'organisation des plateaux, ça peut être plus facile de juste répéter la même chose. Je vais même prendre ma casquette de DG, puis je vais dire ça me rapporte plus de points s'ils ne bougent pas. Ça me rappelle. À l'évaluation, si mes animateurs ils restent sur le même atelier, j'ai plus de points que si je les fais tourner. Ben, tu as plus de chances de ne pas perdre de points, tout à fait. Ouais. Parce que dans la rotation, le démarrage, le 2 minutes, qui est notre critère de démarrage, c'est plus difficile d'être à 2 minutes quand tu viens de replonger dans un nouvel atelier alors que tu étais dans un ancien. Absolument, okay. Absolument. Donc, pour revenir à ta question, qui était... Est-ce que j'ai le droit de tourner avec les... Oui, avec la réponse est oui. La réponse est oui. Tout à fait. Qui va me couper l'herbe sous le pied à l'autre question, parce que bien souvent, c'est ça qui se plaignent. Tu voulais moi, j'ai une autre question qui me vient spontanément là, avec le lien que je peux faire avec le principe. Parce que le principe de base, comme tu disais, c'est
d'offrir le même niveau de service, le même niveau d'opportunité à tous les joueurs. Exactement. On se le cachera pas, on a des coachs, nous, sur nos CDC, ils ont 1 an, 2 ans d'expérience, il y a des coachs, ça fait 10 ans qu'ils coachent. Ouais. Si tu restes tout le temps avec ton coach, ben, à un moment donné, si tu as le meilleur coach du plateau, ben, tu vas toujours avoir le meilleur service. Puis si tu as le coach moins expérimenté, tu vas avoir toujours un service qui est moins intéressant. Tout à fait. Je me demande, est-ce que si on applique le principe puis qu'on veut maximiser ça, est-ce que c'est aussi plus intéressant de les laisser à chaque plateau ou pas? Oui. Alors, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir dans les CDC, parce que pourquoi est-ce que le CDC est aussi efficace, aussi efficient? C'est que si tu en as 4 bons là, que tu as développés, là, c'est tout. Là. C'est fini. Tu as ces 4-là, tu peux les faire venir tout le temps, parce que si tu as ça, tout le monde va avoir un excellent service. T'sais. Donc, moi, j'ai vu des clubs avec peu de moyens. Tu vois que les ressources humaines, c'est chaud. Okay? Ben, soit dit en passant, dans tous les clubs, les ressources humaines, c'est compliqué. Oui. C'est difficile d'avoir du monde qui vienne, fiable, qui donne dans sa séance. C'est pas facile. Mais si tu en as qui sont là, qui sont bons et qui offrent le même service de top niveau, tu en as juste besoin de 3 là, qui font les ateliers, puis le petit match, c'est tout. Là. Fait que, tu sais, il y a moyen de faire beaucoup de bons services avec assez peu de monde. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir le plus de bons coachs possible. Je donne toujours l'exemple à tous les directeurs techniques de clubs. Je dis, votre service dépend ultimement de la qualité de votre séance. Donc, s'il y a une tâche numéro 1 sur ta liste à chaque semaine, c'est la formation de tes éducateurs et éducatrices. C'est l'accompagnement des éducateurs et éducatrices. C'est d'aller voir la séance de Kevin et dire, hey, Kevin, ça t'es bon, ça t'es bon, ça t'es bon. Telle chose, je pense que tu pourrais faire ça mieux, tu gagnerais du temps. Hey Jonathan, ça t'es bon, ça t'es bon, ça t'es bon. Au niveau de tes interventions, essaye de démontrer un petit peu plus qu'ils te voient le faire, etc., etc. Donc, de donner ce feedback et de faire grandir tes coachs. Parce qu'au final, si eux, ils grandissent, mais ton service, il s'améliore. T'sais. Donc, c'est sûr qu'investir dans les ressources humaines, dans la qualité du coaching, c'est la voie du succès pour tous les clubs. Là. C'est vrai au Québec, mais c'est vrai partout dans le monde. C'est la qualité ultime de ta séance dépend de ton éducateur, éducatrice. T'sais. Donc, investissez sur vos éducateurs, éducatrices. Tout à fait. D'ailleurs, s'il y a de nos coachs là, qui nous écoutent, là, c'est un très beau message que tu viens de lancer, Philippe, là, à quel point vous êtes important et qu'on tient à vous autres. Là. C'est grâce à vous s'il y a des jeunes qui peuvent faire du soccer chez nous. Donc, on vous aime, nos coachs. Là. Merci tous les éducateurs, éducatrices, les parents bénévoles. Sans vous, il n'y aurait pas de foot. Donc, merci beaucoup. Merci de le rappeler. À chaque formation, je le fais au moins 2-3 fois aussi parce que qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Ben, il n'y en aurait pas d'activité. Mais non. Merci. Moi, je vais continuer avec mon rôle d'entraîneur qui ne croit pas au CDC. Ah, excellent, mais c'est bon, ça fait un bel échange. C'est le choc des paradigmes, hein? C'est le choc des paradigmes, les mentalités, c'est très important. Okay. Je comprends pour qu'on ait tous le même service, mais moi, en tant qu'entraîneur, le fait de ne pas avoir mon équipe forcément à chaque fois, puis de rester sur le même atelier, tu m'enlèves la sensation de ce que j'apportais moi à une équipe. J'ai l'impression de ne plus avoir une équipe, j'ai l'impression juste d'être un animateur, et puis de ce qu'on venait chercher dans le sport, après tout, tous, puis toi, je peux être d'accord avec moi là-dessus. Ce qu'on aime, c'est la bande de copains, qu'on est autour du ballon, puis le match qu'on va vivre ensemble, la tournoi qu'on va vivre ensemble, la dizaine d'enfants, c'est ça qu'on vient rechercher. Et le CDC, bah, tu me l'enlèves un peu, je trouve. Oui, non? oui, tout à fait. C'est un excellent point. Alors, le sentiment d'appartenance, on va appeler ça comme ça. Le sentiment d'appartenance, qui est un besoin humain de base, au-delà du sport, juste appartenir. Donc, tout le monde en a besoin. Et le club de soccer, c'est un excellent endroit pour développer le sentiment d'appartenance. Alors, il faut juste changer d'échelle. C'est sûr que ma bande de copains, comme tu dis, ce qui est tout à fait vrai, c'est une des raisons numéro 1 qui sort dans tous les sondages standardisés au monde. Okay? Donc, être avec ses amis. On pose plein de questions là, dans la science du sport. Pourquoi vous faites du sport? Les jeunes, ils répondent toujours être avec mes amis. Ouais. C'est pas gagner le match, hein? Non, c'est être avec ses amis. Être avec ses amis, là, c'est toujours dans les top 1, 2, dépendamment des âges et puis des contextes socio-économiques, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais juste dire, être avec ses copains dans le CDC, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. C'est que le sentiment d'appartenance, il est moins à l'échelle du petit groupe, mon coach, mes seuls amis, mais bien à une échelle plus de catégorie. Je suis le U9 du CS Énergie. T'sais. Donc, c'est clair que l'échelle n'est pas la même, et c'est au club
de créer ce sentiment d'appartenance. Puis là, je vais te donner des exemples concrets, parce que c'est facile à dire. Ouais, c'est ce que je veux dire, c'est facile de dire. Comment tu fais ça? Non, mais c'est vraiment un excellent point. Puis je vais te donner le point, le premier de base, qui est souvent oublié. C'est quoi ton nom? Tu me demandes à moi ou... Non, mais c'est quoi ton nom? Puis si ton éducateur, il connaît pas ton nom, Ça part mal. hey, ça part mal. Fait qu'il faut bien que quelqu'un sur le terrain connaisse ton nom. Puis je dis pas à la première séance CDC, à la première catégorie. C'est normal, là, ça prenne quelques séances pour connaître tout le monde. Mais s'il n'y en a pas un là, qui commence à maîtriser le nom ça marche pas. Là. Donc, c'est plus facile. L'inverse est vrai aussi. Mais tout à fait. Que les jeunes connaissent le nom des entraîneurs aussi. Mais exactement. Donc déjà là, on a un problème si on n'a pas ce « Hey, c'est quoi ton nom? » Donc de créer une espèce de « Hey, salut Julien, comment ça va? Hey Justine, comment a été ta semaine? » Hey, toi, tu sais qui est un fan des Roses, tu dis « Pete, as-tu vu le match? Roses a gagné 2-1 à la fin. Ouh, c'était chaud, mais on l'a eu. » Tu échanges un peu avec les Ah, toi, tu es un fan de la Juve. Ouh, la Juve cette année. Ouh, mais voilà, ce petit lien-là, sentiment d'appartenance, je te connais, tu me connais, on se reconnaît, je sais t'es qui, ton identité, etc. Donc, il y a 1000 façons de faire ça, mais ça commence par le nom. Puis ça, déjà, on a un chemin à faire là-dessus, je peux vous le dire. Donc, créer ce sentiment d'appartenance. Ensuite, c'est le service, l'identité du service. On est-tu dans cette animation, un handshake? Quel handshake on a? On a-tu un truc spécial pour notre club? Les couleurs du club, ça aide. C'est sûr que si tout le monde, eux, ils sont en jaune, eux, ils sont en rouge, parce que c'est le chandail du match, puis on garde ça pour l'entraînement, c'est moins le fun si tout le monde a le même chandail. Donc, toutes ces choses qui créent, parce que l'être humain est très attaché au symbole, hein, donc le chandail, que tel coach, on partage une espèce d'animation commune. Tu vois qu'il y a comme une ligne directrice. Donc, tout ça crée un sentiment d'appartenance parce que le jeune, il dit que je suis avec Jonathan, avec Kevin, je vois que je vais m'amuser de la même manière. Donc, il y a une identité, même au niveau de la pédagogie, etc. Je pense que ça peut... C'est moins facile, et tu as tout à fait raison, c'est moins facile que juste si tu as un coach puis 12 joueurs. Oui, le sentiment d'appartenance est plus compliqué en CDC, mais c'est aussi une opportunité pour créer un plus large bassin de personnes qui ont un sentiment d'appartenance. Pardon. Juste, si tu me permets juste affiner, parce que oui, les jeunes, en fait, l'enfant, il va adhérer sans problème au CDC, puis qu'il en ait 10 copains ou 20 copains, dès que le ballon il tourne, il va courir après, puis il sera heureux. Moi, la question, je m'adresse même plus par rapport aux parents. Les parents, ils sont dans l'équation, quoi qu'on veuille ou non. Ils sont au bord du terrain. En fait, c'est une erreur de penser que les parents... Non, c'est une énorme erreur. Ils passent beaucoup plus de temps avec eux qu'avec nous. Hein, donc, il faut les mettre dans l'équation. C'est plus eux qui vont nous amener la question de « Ouais, mais il n'est pas dans son équipe, il n'est pas avec ses amis, il n'est pas... » C'est plus les parents, là, qu'il va falloir arriver à convaincre, non? Oui, tout à fait. Et là, on parle de leadership organisationnel. Pour moi, les parents, c'est la communauté de ton club. Donc, on dit souvent, parce que j'ai fait dans mes rôles, j'ai eu beaucoup à faire ce chemin-là. T'sais. Et tu as, mettons, 800 membres. Okay? Mais tu fais une moyenne 1,5 par an. Okay? On va dire 1,5 par an pour ne pas dire 2, parce que ce n'est pas vrai que les deux vont être impliqués de la même manière. Okay. On va se dire 1,5. Ça fait 1200 par an, 800 joueurs. Donc, tu as une communauté de 2000 personnes. C'est beaucoup de monde, là. Mais qu'est-ce que tu fais pour créer ce sentiment d'appartenance? Et où ta fête annuelle? Et où ton party à chaque semaine? Et où ce truc de la musique, du food truck, d'espèce de « Hey, on appartient à ces choses-là ». La kermesse, puis c'est des occasions de financement, soit dit en passant, là, pour les gens qui s'intéressent. Tu fais une petite activité, pas chère évidemment, mais ça va te payer plus d'argent que ça va te rapporter, que ça va te coûter, pardon, ça te rapporte plus que ça te coûte, mais c'est au-delà de l'argent, parce que c'est pas là la question, c'est le fait de réunir tout le monde, de créer des événements. C'est sûr que c'est comme tu viens au CDC, puis bye, il n'y a rien d'autre qui se passe. Il n'y a pas un podcast. Un podcast, c'est le fun, c'est l'identité, etc. Donc, je pense qu'il faut créer un contexte où les gens vont adhérer de la même manière que pour n'importe quelle autre organisation, un infolettre, n'importe quoi qui va créer cette espèce de page Facebook. Je sais-tu, moi, Instagram. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, là, je ne suis pas un bon exemple, mais il y a toujours manière de créer un sentiment d'appartenance, mais il faut travailler pour ce sentiment d'appartenance. Il ne va pas venir tout seul. Donc, il y a un travail de leadership organisationnel pour aller attirer ses parents qu'ils adhèrent à l'identité du club. C'est essentiel. Et encore une fois, ce n'est pas facile, mais c'est tout à fait faisable, même avec peu de moyens. Okay. Moi, il y a un autre aspect que je veux peut-être creuser, puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui est dans les objectifs ou qui a été étudié là, à travers le programme. Là.
moi, j'ai mon plus vieux qui a passé au travers, là, il a fait ses 4 années en CDC. Puis là, aujourd'hui, ben, il est au sport-études, puis C'est il cool. est impliqué Bravo. dans un paquet d'équipes. Là, il est dans les programmes d'identification régionale et compagnie. Bravo. Et bravo à lui, surtout. Oui. Ah oui, tout à fait. C'est à lui que je disais bravo, Jonathan. Au cas où. Il prend le mérite. Ah non, je le vois aller, puis non, je serais physiquement pas capable. Mais j'ai remarqué que il a développé une certaine aisance à s'intégrer dans les groupes. Ah, intéressant. Puis, Intéressant. puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui est commun, mais à un moment donné, il se mettait dans sa tête de jeune de 10-11 ans, ben c'était je vais voir mes amis énergie, je vais voir mes amis d'école. Il y en a qui sont les mêmes, il y en a qui sont pas les mêmes. Exact. Mes amis d'énergie, ben je les vois pas nécessairement à l'extérieur, mais quand je les vois, je suis content de les voir. C'est-tu mon gars qui est étrange ou c'est quelque Non, chose il n'est de- pas étrange. Ben, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui arrive dans le même spectre d'extraverti et introverti. Là. Donc ça, c'est une question de personnalité. C'est capable de s'adapter, d'arriver dans un groupe, de faire sa place et tout. Mais peut-être que là, tu lances un projet de recherche intéressant. Tu parles aux chercheurs. Oui, Moi oui, là aussi. tu parles de chercheurs, exactement, de voir le sentiment d'appartenance, capacité d'adaptation au nouveau groupe. Parce que oui, c'est plus facile, tu sais, tes 4 amis du secondaire que tu gardes toute ta vie, il n'y a plus d'adaptation, tu sais. Mais quand tu changes d'environnement, ben, tu changes d'environnement, il faut que tu t'adaptes parce que tes 4 amis du secondaire, ben, c'est plus les mêmes 4 amis que tu as dans le soccer ou que tu as ailleurs, etc. Donc, très intéressant comme question de recherche. Tu sais. Est-ce que la cohorte du CDC a vécu un gain psychologique, psychosocial en termes d'adaptation à des nouveaux groupes? Très intéressant. Je n'ai pas la réponse, mais ça ferait une superbe question de recherche. Il y a des étudiants de maîtrise, Ouais. ou des étudiants au baccalauréat en psychosocial. Ou Ouais, qui nous en écoutent. kinésiologie, qui veut ouais. devenir entraîneur de soccer, qui se pose cette question-là, viendrait chez nous. On va collecter les On données. va collecter les données. Ça marche. Je vais aider au protocole de recherche, j'adore ça. Moi, je continue avec mon entraîneur qui est... Oui, vas-y, l'entraîneur, Ok. là, réticent. Qui raconte, je comprends, le CDC pour avoir le même service, ainsi de suite. On a un plan technique à suivre, des exercices, finalement, c'est pas moi qui les fais, c'est toi qui... Le responsable technique, d'habitude, tout à fait. Ça peut être le DTS, le DTC. Mais je ne sers plus à grand chose. Puis c'est quoi ma patte à moi que j'amène ou je viens de perdre 10-0, là, ton thème, c'est nouveau la passe. Moi, c'est autre chose que j'aimerais travailler parce que le match prochain, j'aimerais le gagner. Et puis... Ouais, bon là, il y a 3 questions dans ta question. Vas-y. D'abord, gagner ou perdre le match, ça ne devrait pas être un focus. Hein? On sait bien qu'à cet âge-là, la compétition doit être au service, ne doit pas être le maître, n'est-ce pas, de l'équation de pourquoi on joue au foot. Donc c'est sûr. Quand on n'a que des défaites, tu finis par te décourager. Hein. Tout à fait, et ça c'est vrai aussi, mais à ce moment-là, je me poserai des questions sur le niveau de compétition, etc. Donc si tu perds 10-0 à chaque match tout le temps, c'est parce que c'est pas le bon niveau de compétition. Donc ça c'est clair, c'est la notion de compétition significative. C'est beaucoup plus le fun de jouer une saison où tu gagnes 2-1, tu perds 3-1, tu gagnes 4-2, tu perds 3-2. C'est plus excitant que gagner tous les matchs. Puis moi, j'en ai fait des saisons. Bon, là, j'étais du bon côté, là, c'est plus facile. Mais j'ai gagné des saisons, 18 matchs, 18 victoires, une fiche de 100 buts marqués, 2 buts contre. C'est que j'avais 2 matchs significatifs par saison avec 2 clubs. Donc, j'avais 4 matchs sur 18 qui avaient de l'allure. Puis j'en avais 14 sur 18 que c'était juste... Ça n'avait pas de bon sens. J'avais de la peine pour les autres enfants parce que ça n'avait pas de bon sens. Donc, c'est pas le fun ni pour celui qui gagne 10-0, ni pour celui qui perd, parce que c'est pas une compétition significative. La notion de compétition, c'est que on est là, on compétitionne. Donc vraiment, j'ai une chance de gagner, tu as une chance de gagner. Après, bon, tout peut arriver dans un match de foot, mais il faut pas que à chaque match, ça soit 10-0, ça fait pas de sens pour personne. Mais pour le coach, pour revenir, donc gagner le match, c'est pas un objectif en âge de grassroots, là. Entre 4 et 13 ans, gagner un match, là, c'est pas important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a enlevé les classements. Parce que ça fait pas de sens de jouer pour gagner le match. Parce que c'est sûr que je peux aussi juste travailler un bloc défensif très bas. Guys, restez là devant la boîte. Tu joues la contre-attaque, tu gagnes 3-0, mais tes enfants n'ont pas touché le ballon, sauf celui qui a marqué les 3 buts.
Je gagne le match, mais est-ce que j'ai vraiment développé mes joueurs? Non. Alors, l'idée, c'est de développer un joueur au niveau complet. Ça veut dire dans les 4 phases de jeu, j'ai le ballon, j'ai pas le ballon, je viens de le perdre, je viens de le récupérer. Et qu'à 14 ans, il soit une joueuse, un joueur capable d'évoluer dans ces 4 phases de jeu-là. T'sais. Donc, il faut le voir sur le long terme. Et ça, puis tu as tout à fait raison, Kevin, c'est difficile parce que humainement, juste l'être humain, on aime le résultat à court terme. On vit d'ailleurs dans une société très immédiatiste, n'est-ce pas? On aime l'instantanéité. On veut que ça paye tout de suite. Qu'est-ce que ça me donne? Rien, bah, je ne le fais pas. Alors qu'il y a des choses qui payent sur le long terme. Et le développement sportif, par définition, c'est du long terme. Oui. T'as-tu vu un joueur en U9 être en Premier League? Non. Mais c'est parce que des fois, on oublie. Là, non, c'est du long terme. Donc, l'idée, c'est de prendre la petite à 4 ans, puis que, voilà, à 14, il soit rendu, moi je parle pour le grassroots, là, à U13, puis là, il arrive en U14, il a fini son grassroots, puis il est capable de jouer au foot. Pas nécessairement pour aller en Europe, c'est pas ça le but. Le but, c'est jouer au foot, me développer, avoir eu des expériences positives, la confiance en soi. C'est-tu plus important qu'il gagne son match ou qu'au long de son parcours, il développe de la confiance en soi? Puis je vais vous donner des exemples très précis là, des équipes que j'ai eu la chance, le privilège de coacher, qui était l'équipe là dont tu parles, je l'ai eu. J'ai fait un projet bénévole, 3e division féminine, quartier défavorisé scolaire. OK? Ouais. Bon. Mes filles ne savaient pas jouer au foot. D'accord? Elles ne savaient pas jouer au foot. La moitié de l'équipe ne pouvait pas verticaliser, ça veut dire kicker la balle vers l'avant avec une balle arrêtée. OK? C'était vraiment un niveau technique très faible. On a perdu tous nos matchs. Le groupe le plus heureux, c'était toujours le nôtre. Les filles ont adoré leur expérience et pourtant, elles avaient perdu tous leurs matchs. Mais au courant de l'année, elles avaient vécu un développement. Évidemment, il y a toujours le truc de mettre des attentes réalistes, etc. Au début, notre attente, c'était de tirer une fois au but par mi-temps. On avait un tir au but par mi-temps, c'était la célébration. Elles avaient juste tiré au but, elles n'avaient même pas marqué, là. Mais elles avaient atteint l'objectif que je leur avais donné. Parce que c'est sûr que si ton objectif, c'est de gagner le match, tout ton développement sportif tombe à l'eau. Parce que tout ce qui importe, c'est la victoire. Alors que la victoire, elle vient à travers de bons jeux, de bien apprendre à jouer. Puis après, c'est sûr qu'il y a puis je termine là-dessus parce que c'est vraiment un gros débat que tu as ouvert, l'ego du coach, n'est-ce pas? L'ego du parent. C'est ça qui est en jeu au final. Parce que le coach, il veut gagner. Parce que c'est peut-être le meilleur moment de sa semaine, gagner son match. Ça se peut, là. Puis j'en veux pas, là. C'est pas un jugement, c'est juste, ça se peut que ça soit ça. Que le meilleur moment de sa semaine, ça soit gagner ce match. Et quand il perd son match, c'est comme sa semaine a mal été. T'sais. Donc, il ne faut pas mettre l'ego des parents, des adultes, des coachs en avant-plan. Le plus important, c'est le développement sportif de nos jeunes. Donc, de donner des objectifs atteignables, de les pousser à les atteindre de manière positive, de les encadrer pour qu'ils y arrivent, de donner des ateliers où ils bougent, où ils s'amusent. Le CDC, là, c'est un lieu de plaisir, de mouvement, d'apprentissage. Ce n'est pas en vue de gagner le match. Le match, éventuellement, s'ils arrivent à un haut niveau, on va vouloir le gagner. Mais en CDC, on n'est pas là. Donc, il y a une culture, il y a une mentalité, il y a de la psychologie aussi. Puis c'est facile à dire l'ego mais c'est pas facile. C'est facile à dire. Je continue avec ma casquette d'entraîneur. Je dis, ah oui, toi, c'est simple. Tu as vu ton parcours de formation d'entraîneur. Moi, je suis juste un parent bénévole. Ouais. Des petits groupes de petites filles, on aurait peut-être eu moins de fun parce que j'ai moins d'outils pédagogiques. Absolument. Que toi. Oui. Je n'ai pas le même parcours. Puis c'est juste que moi, je suis juste parent bénévole. Puis c'est ton métier. Moi, c'est pas le mien. Je fais autre chose. Je suis juste là pour vous aider au club. Exact. Raison de plus de ne pas vouloir gagner. Ouais, c'est une raison de plus de ne pas vouloir gagner. Je te dis juste que je suis... Ok, je comprends qu'il ne faut pas gagner. Je te dis juste que je ne suis pas super à l'aise dans le CDC parce que je suis moins de bagage technique que toi. J'ai juste l'impression des fois d'être le pot de fleurs. Je ne sais pas quoi leur dire. C'est quoi que tu réponds à tous ces entraîneurs comme ça? Et là, c'est d'abord, ne pas savoir quoi dire, c'est pas normal. Parce que le rôle du responsable de plateau, d'ailleurs, c'est écrit très, 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 très clairement. Il y a une rencontre pré-séance. Il y a des séances qui sont organisées. Donc, le coach, il devrait avoir 2-3 messages clés qu'il comprend. Ouais. Ça ne veut pas dire que je veux qu'il rentre sur le terrain puis qu'il intervienne puis fasse une grosse intervention technico-tactique. Je ne demande pas ça. Je demande d'avoir un thème et 3 points clés, puis d'être capable de les dire. Puis au fur et à mesure de son développement, peut-être qu'il va prendre confiance, puis il va devenir quelqu'un capable de faire une intervention en 5 étapes, de la démontrer, puis de développer son coaching.
Ça se peut qu'à l'année 1 d'un club en développement, on l'ait pas, tout ce monde-là. Alors, c'est au responsable technique. Non, mais tout à fait, moi je suis très conscient de ça. C'est au responsable technique de donner des indications très claires, très simples. Et si je peux me permettre un petit message promotionnel, là, la simplicité. En CDC, simplicité. Parce que si ton atelier est complexe, c'est pas bon. Parce que personne ne va sortir gagnant, ni ton coach, ni tes joueurs. Donc, si un atelier est simple, que ça prend 30 secondes à le démarrer, parce que voilà, on est dans quelque chose de simple, puis que tu as 2-3 messages clés, tout le monde est capable de faire ça, même un parent bénévole, avec un tout petit peu d'encadrement. Un tout petit peu d'encadrement. Donc, un coach qui est juste parachuté en CDC, sans aucun encadrement, là, c'est la faute des responsables techniques. Et c'est pour ça que toute la grille CDC, c'est écrit le responsable de plateau s'assure que, parce que c'est sa responsabilité de s'assurer que ses coachs soient en train de livrer un bon service. Donc, nous, Soccer Québec, on s'est dit, on va accompagner les responsables de plateau pour que les responsables de plateau puissent accompagner leurs coachs. Puis, on a donné tous les outils à la formation, on a une boîte à outils. Tout est là, c'est très clair, ça se trouve en ligne. J'ai partagé ça des millions de fois déjà. Tout est là pour vraiment encadrer les coachs. Puis, je pense que même avec un parent bénévole, avec peu de compétences footballistiques, c'est tout à fait possible d'arriver à un CDC de très bon niveau. Très, très bon niveau. Donc, voilà. Mais simplicité. Vraiment, le plus grand ennemi, il y a 2 ennemis dans les CDC. Les lignes, les longues lignes, ça c'est un ennemi, et la complexité des ateliers. Vraiment, là. Gardez ça simple. Voyez que les jeunes sont en mouvement. Déjà, là, tu viens de gagner la qualité dans tes CDC. Donc, simplicité, puis enlever les lignes. Enlever les lignes. Vraiment, les lignes, ça casse tout le fun des jeunes et des éducateurs parce que là, ils doivent gérer des joueurs qui n'écoutent pas, qui ne sont pas contents, ben parce qu'ils ne s'amusent pas, ils sont en ligne. T'sais. Donc, enlever les lignes, puis enlever la complexité des ateliers. Puis là, je ne sais pas si on peut aller aussi un petit peu plus dans le détail, peut-être, Oui, parce qu'assurément, il y a potentiellement des coachs aussi qui sont intéressés à tout ça. Ça devrait prendre combien de temps de démarrer un atelier, habituellement? Là? Alors, c'est une excellente question. Nous, on a établi, puis à l'interne, on a énormément discuté. L'accueil. Donc, l'accueil. Ton groupe arrive là, en CDC. Hey, bonjour tout le monde, comment ça va? Puis, pipi, papa. 1 minute max. 1 minute max. Un petit rappel des points clés, là. Vous savez, aujourd'hui, on travaille le dribble. Alors, ce qu'on veut, c'est j'élimine puis j'accélère. C'est tout. L'accueil, c'est ça, là. Ensuite, 2 minutes le démarrage. 2 minutes. Puis tu ris, hein? La moyenne, quand je suis arrivé, c'était 4,5. Mais 4,5 là, versus 2, c'est une méga différence dans ce CDC. Parce que là, tu vas avoir 3 ateliers, tu viens de perdre 7 minutes. 6,5. Mettons qu'on va être vraiment précis, là. Par rapport à la norme de 2 minutes, qui est le max. Hein? On pourrait faire ça en 1 minute pour la plupart des drills. Là. Alors, 2 minutes max. Et c'est quoi le secret? C'est de ne pas parler. Ouais. Non, mais c'est vrai. Écoutez, ça fait 15 ans que je donne des formations. Le secret pour démarrer un exercice, parle pas. Vraiment, arrête de parler, place tes joueurs, fais rouler le ballon. Explique les règles avec le ballon. Ah, les rouges ont le ballon. Tout le monde voit les rouges qui ont le ballon, c'est fini, là. Il faut marquer là-bas. Fais un stop ball. Vas-y, Justin. Vas-y, pop. Voyez, tout le monde stop ball. Pas besoin de parler, là. Il a vu le stop ball. OK, les verts, vous récupérez. Vous avez 2 petites portes là-bas. Il faut faire un appel d'un joueur. Vas-y, Romain, fais un appel là-bas. Pouf, une passe à Romain, tout le monde a vu, entre les petites portes. Les verts marquent comme ça, les rouges, ils marquent comme ça. Stop ball d'un côté, passe en profondeur de l'autre. C'est beau? Jouez. Le problème, c'est que tout le monde essaye d'expliquer leur exercice, alors que les joueurs sont ni placés et ils ne le voient pas. Donc, la grande erreur, c'est de parler. Il faut juste tout de suite démarrer avec un ballon démonstration. Puis tu réussis. Puis j'ai vu des drills beaucoup plus complexes, là. En moins de 2 minutes, c'est possible. Mais le secret, c'est de ne pas parler. Fais rouler ton ballon. Ça a l'air simple comme ça. Non, mais c'est vrai. Ça a l'air simple, mais... Parce que ça l'est, Jonathan. Oui, ça l'est simple. Arrête de parler, prends le ballon, puis quand ton ballon commence à rouler, là, tu dis les rouges ont le ballon. Tu sais? Je comprends la simplicité, puis je vais juste faire une petite parenthèse, parce que je vais prendre mon cas personnel, ça va te faire sourire. Oui, je comprends qu'il faut garder des exercices simples, le plus simple possible. Ouais. Mais des fois, moi, c'est ce qui va me stresser, parce que je sais pas, on va prendre un exercice très simple, 3 contre 2, de base, 3 attaquants, 2 défenseurs. Ouais. Ben moi, je fais un exercice comme ça, au bout de 2 minutes, je sais plus quoi dire aux jeunes, et je suis perdu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors... Puis, je peux citer d'autres entraîneurs qui ont d'autres exercices, on a tous un petit peu notre petit exercice qui paraît simple à d'autres, puis nous perd. Et des fois, d'avoir un exercice plus compliqué, ça va me rassurer parce que j'ai plein de choses à dire. Ben, c'est faux.
Tu as plein de choses à dire, mais combien eux, ils vont apprendre? Parce que ton but, c'est pas de parler comme coach. Ton but, c'est de toujours commencer à la fin de mon atelier. Mon joueur, ma joueuse va être capable de faire. Et ça, là, c'est ton objectif d'apprentissage qui a été établi. Donc, avant de faire un atelier 3 contre 2, c'est toujours qu'est-ce que tu veux qu'il travaille aujourd'hui? Donne-moi un exemple. Savoir s'écarter du porteur du ballon. OK, donc c'est prendre la largeur. Excellent. OK? Donc, en U9, est-ce que je prendrais la largeur? Non. En U9, je dirais déplacement des non-porteurs. Donc, déjà, j'amène un objectif réaliste. Tu n'as pas le ballon, ton ami a le ballon, déplace-toi dans un espace libre, qui va être la largeur, évidemment. Mais je ne commence pas en disant largeur, profondeur, soutien, entre-jeux, ils ont 9 ans, ils ne comprennent rien. Donc, c'est trop pour eux. Donc, d'avoir des termes trop compliqués déjà, réduits. D'ailleurs, si vous voyez les objectifs d'apprentissage, c'est le travail qu'on a fait. Déplacement des non-porteurs. Donc, tu joues un 3 contre 2. Est-ce que c'est un bon exercice pour travailler les non-porteurs? Oui, parce que tu dis, il y en a toujours un qui est disponible. Après, si on a trop qui ne sont pas disponibles, et si on a trop qui sont disponibles, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être trop facile. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Oh, là, c'est un problème. Mais 3 contre 2, ça va être parfait. Parce que là, il y a 2 défenseurs. Si on veut que les 3 y réussissent, il faut qu'ils se déplacent pour ne pas perdre le ballon contre le 2. Donc, pour moi, le 3 contre 2, déplacement du non-porteur, c'est excellent. Les 2, quand ils récupèrent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? À la rigueur, je peux leur demander de vite envoyer le ballon devant ou d'aller marquer un but. D'aller marquer, on met 2 petits buts pop-up à l'opposé. Bon, super. Alors, 2 petits buts pop-up d'un côté pour les défenseurs. Je ne veux pas qu'ils se débarrassent le ballon sur les côtés, donc j'ai tendance à mettre des buts devant. C'est excellent. Bon, alors, puis après, il peut y avoir 1000 variantes. Mais voilà, déplacement des non-porteurs. À chaque ballon, tu vas avoir une opportunité de coacher le déplacement des non-porteurs. À chaque ballon, dès qu'il y a un porteur, les non-porteurs, est-ce qu'ils sont déjà disponibles? Est-ce qu'ils se sont déplacés? Est-ce qu'ils est resté derrière le défenseur? Donc, voilà, tu sais, c'est fini. Pourquoi tu as besoin d'aller plus compliqué que ça? Pourquoi est-ce qu'ils mettent des zones, puis des ci, puis des ça? Dans le match, c'est quoi qu'il va y avoir dans le match? Le critère de qualité là, pour une séance, c'est répétition du thème, transférabilité et plaisir. Ça, c'est les 3 choses qu'on veut dans un exercice. Répétition, donc il faut du volume de mon thème, sinon on n'arrive pas. Donc 3 contre 2, c'est bon, parce que tu vas avoir de la répétition du non-porteur qui doit se déplacer. La transférabilité, ça veut dire, c'est-tu réaliste par rapport au match? Transférable au match. Donc un 3 contre 2 dans un match, ça arrive-tu? Ah oui. Donc voilà, c'est transférable. Alors, transférabilité et plaisir, ils ont-tu du fun pendant qu'ils jouent? C'est pour ça que je t'ai posé la question, qu'est-ce qu'ils font les 2 quand ils récupèrent? Ils ont un but à marquer, bon, mais très bien. Après, tu fais une petite rotation, tout le monde expérimente tout, ben voilà, 15 minutes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se casser plus la tête que ça? Ça, c'est toujours pas tout simple. Mais la simplicité, c'est le meilleur ami de l'éducateur, de l'éducatrice. Je te parle aussi, ce qu'on essaye, c'est de leur proposer plein d'exercices différents pour que ce soit... La crainte que j'ai, si je prends la casquette du responsable de plateau, j'ai peur de proposer des... Parce que le 3 contre 2, finalement, je pourrais appliquer plein de consignes différentes. Si je reste sur cet exercice-là, tout à fait. Je suis sûr qu'on peut passer 1h30, puis tu vas me donner plein de thèmes différents tout en gardant ce 3 contre 2. Oui. Ma crainte en tant que responsable plateau, je dis... Ouais, mais je fais toujours que leur proposer le même exercice, là. Ils vont s'ennuyer. Ben, c'est sûr que si tous tes ateliers CDC pendant tout l'été, c'est des 3 contre 2, d'accord. Ça va pas bien, là. Ça va pas bien, je suis d'accord avec toi. Mais on a tendance à... Et puis je suis le premier coupable, je suis le premier coupable à tomber dans l'excès inverse. Et c'est le plus grand ennemi. On va se réinventer toutes les semaines. Écoute, j'ai vécu ça il y a pas longtemps, jouer entre les lignes en U9. C'était trop compliqué. C'était trop compliqué. L'objectif était trop compliqué, les ateliers étaient trop compliqués. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte, donc ils ont simplifié, ils se sont ajustés au cours de route. Bravo d'ailleurs. Si tu vois que tu as trop de complexité, là, enlève ta zone, là, puis enlève des contraintes. Et comme je vous dis, ça fait 15 ans que je donne des formations. La complexité est le plus grand ennemi des éducateurs et éducatrices. Parce que la complexité vient t'amener une absence de réalisme. L'absence de réalisme t'empêche de voir du thème. Tout le monde est statique, il ne se passe rien. Personne ne s'amuse, c'est pas transférable au match. Et en plus, ils ne répètent pas le thème. Donc, quand tu arrives à haut niveau, là, tu coaches vraiment là, les équipes du Québec, là, puis là, tu as une phase de jeu très précise, avec des positions très précises, ça se peut que ton atelier soit un petit peu plus compliqué. Puis, je vous dis, là, j'ai regardé des milliers de séances des pros, là. C'est pas si compliqué, les séances des pros, parce que le match, c'est le match. T'sais? Alors oui, il y a 2-3 contraintes avec une précision hallucinante, mais la complexité elle-même d'avoir 15 règles, là, ça fait pas de bon sens parce que le foot, c'est pas ça non plus. Donc, c'est le plus grand ennemi, c'est que tu dis, quand tu arrives ici, tu n'as pas le droit de faire ça, toi, tu n'as pas le droit de faire ci. Toi, là-bas, quand ça arrive, il faut que tu... Hey, écoute,
Il n'y a rien qui se passe sur le terrain, puis vous le vivez, je suis sûr. 15 minutes, trop de complexité, il ne se passe rien. 5 minutes pour le démarrage, parce qu'il ne se passe rien les 5 premières minutes. Les 5 autres, le monde essaye de comprendre l'atelier. Ils essayent, parce que les joueurs, ils essayent là, de faire ce qu'on leur dit. Puis après, il en reste 5 où ils réussissent un tout petit peu, puis pouf, sifflet, rotation. Alors, non, le CDC est juste en général, la simplicité, le meilleur ami des éducateurs et éducatrices. Keep it simple. Gardez ça simple. Je sais que c'est un challenge, puis j'ai vécu beaucoup de moments de ce genre-là, moi-même comme coach, où j'étais comme, pourquoi est-ce que je me suis autant cassé la tête? La meilleure partie de l'entraînement, c'était la plus simple. Et là, j'ai pu coacher, j'ai pu être là, ils se sont amusés, ils ont bougé, ils ont appris. Donc, tu sais, gardez ça simple, vraiment. C'est un conseil que je donne à longueur d'année. Et je vais continuer à le faire probablement pour les 10 prochaines années. Mais c'est drôle, tu parlais tantôt de l'ego du coach, puis en t'écoutant parler, le premier réflexe que j'avais, c'est de me dire, ben, quand je me dis je vais faire des exercices simples, ben, c'est quand je suis fatigué puis ça me tente pas. Ah! Puis, tu sais, je me dis, faut que je fasse des exercices, je vais faire des exercices simples, mais pourtant, c'est comme s'il y avait quelque chose de négatif à faire quelque chose de simple. Là. Comme si, si c'est pas assez à travailler, fignoler, c'est pas intéressant. Là. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ben, mettez-vous toujours à la place du joueur. OK, vous coachez, vous parlez de quelle catégorie, Jonathan? Ben, moi, je suis pas mal U11, U12. OK, U11, U12. Fait que mets-toi à la place d'un petit garçon, une petite fille. Garçon. Un garçon U11, U12. Il est là. Dans un drill, un atelier super complexe. Mets-toi à sa place, là. T'as 11-12 ans. Jonathan a 11-12 ans. Il est-tu content? Ouais, Tu sais, il est-tu content d'attendre en ligne puis de faire un atelier comme avec 1000 affaires qui ressemble même pas à un match de foot en plus? Ça ressemble à comme juste un atelier. Donc, je fais un exercice, mais l'exercice ressemble pas au match pantoute. Et il va-tu être content? Il va-tu être content d'attendre en ligne? Il va-tu être content de ne pas réussir? On veut de la réussite dans les ateliers. Donc, je le vois chaque année, puis c'est normal parce que c'est un réflexe humain de se dire un atelier compliqué, j'ai fait un beau travail, mais c'est faux. C'est faux. Et il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux carré, là, un ballon par joueur pour terminer le technique. Là. J'ai vu tellement de circuits. Tu fais ça, là, tu rentres là, tu passes une passe, puis ensuite tu vas là, puis ensuite tu fais ci. Puis les joueurs sont tous mélangés. Tu passes la totalité du drill à corriger. D'abord tout le monde, ensuite un petit peu moins, ensuite un petit peu moins. Mais à la fin, il reste toujours le corps du groupe qui n'a toujours pas compris la rotation. Là. Puis c'est parce que c'est trop. Puis au final, combien de fois ils ont touché le ballon? Comme 10 fois moins que s'ils avaient un ballon par joueur, puis que tu avais fait des ateliers ludiques avec un ballon par joueur. Vraiment, là. T'sais, donc, la complexité n'aide personne, ni l'éducateur, ni l'éducatrice, ni le joueur, ni la joueuse. Donc, vraiment, là, simple. Ça aide votre job et ça aide l'enfant à se développer. Il va être en mouvement. Donc, voilà. Je pense que c'est clair. Là, hein? Je pense que... Puis pour ceux qui ont déjà coaché à cet âge-là, ça ne pardonne pas non plus. Quand ils sont en fil, là, ça... Mais moi, là, je me mets à leur place, je ferais la même chose. Ben oui. Tu sais, je suis en ligne, là, je vais commencer à jouer avec l'oreille là, de l'autre, commencer à tirer ses shorts, piler sur son pied, puis là... Mais c'est ça, j'ai rien à faire, alors je vais niaiser, tu sais. Oui. C'est normal, il faut pas leur en vouloir, là. Ben, ils sont là pour s'amuser. Puis Ils sont là pour s'amuser. Si on les amuse pas, ils vont... Ben exactement. En anglais, on dit « keep them busy » or they will keep you busy. Tu sais? Alors, voilà. Gardez-les occupés, sinon c'est eux qui vont vous tenir occupés, tu sais. Moi, je vais aborder un autre, toujours le même sujet, mais Ouais. je vais poser la casquette d'entraîneur, puis je vais prendre la casquette, j'en ai trop, de DG. Trop de cascade. Au moins, tu n'auras pas de coup de soleil. Ouais, déjà c'est ça. On n'en a jamais au soccer. Ah. Jamais. Donc, ok, tu as mis en place la grille CDC, le 2.0, ce que voulait Soccer Québec, de façon à développer tous les jeunes et avoir le même service. Puis je pense qu'au bout, c'est d'avoir des athlètes de plus en plus performants. Ben, tout à fait. Au bout du chemin, c'est Ben, ça. tout à fait, oui, oui. Mais est-ce qu'il y avait un objectif dans le temps pour ça? Parce que moi, en prenant ma casquette de direction générale, je comprends, il te faut un responsable de plateau, des parents, ainsi de suite. Mais j'ai qu'une réponse à dire, mais toute cette main-d'œuvre, je la trouve pas du jour au lendemain. Hein. Ah ouais. Et puis les formations, il faut les passer. Puis je veux pas fâcher, mais il n'y a pas des places pour tout le monde aux formations. Il faut se dépêcher de s'inscrire. Et puis même, c'est pas faute de vouloir. Je pense qu'il y a un nombre de places comme vous, les ressources humaines, vous les avez pas du jour au Tout à lendemain. fait. Donc il y a une place de limitée. Puis est-ce que vous êtes fixé des objectifs ou vous aviez quand même conscience qu'il va falloir plusieurs années avant que tous les clubs, Oui. je dirais les clubs comme Shawinigan, Oui. petits,
arrive à prendre ce chemin-là. Oui, tout à fait. Je me rappelle, je ne le nommerai pas, mais il y a un directeur technique régional, il est venu à la première correction croisée, donc quand j'ai battu la grille. Alors, j'ai amené tout le monde, là, tous les gens qui allaient faire de la formation, les directeurs techniques de partout au Québec sont venus. On a fait un test. On s'est pointé, on était genre 25 là. Avec une grille, j'avais mis des critères, comment on pointe, telle chose arrive, t'enlèves 0.5. Tout là, vraiment, j'avais tout détaillé. Mais je me suis dit, si on va pas sur le terrain, on le vivra jamais. Puis là, il y a un directeur technique régional qui m'a dit exactement ce que tu m'as dit. Philippe, ta grille pour atteindre l'excellence, c'est comme demander à un jeune du secondaire d'avoir un doctorat. Tu sais. Puis j'étais comme, oui. La vérité, c'est que oui, nous, on a mis des critères d'excellence. Ils sont tous là. La grille est là. Tu veux avoir l'excellence, tu fais tout ça. Mais c'est normal que dans le cheminement de notre sport au Québec, c'est pas tout le monde qui part au même endroit. Il y a des gens que pour eux, atteindre ce 90 et plus, là, que pour moi, c'est la norme. Là. Si tu as 90 et plus, là, ton CDC, t'es ça coche. Si tu as 90 et plus, c'est sûr qu'il y a des clubs qui avaient plus de ressources humaines, plus de savoir-faire déjà à l'interne, qui faisaient déjà des plateaux, qui avaient déjà plein de coachs, que leurs joueurs aussi étaient déjà, mettons, plus entraînés depuis, etc., etc. Donc, la réponse est oui, absolument. On est conscient que ce n'est pas tout le monde qui va arriver à l'excellence des CDC à la même année. Mais nous, notre but, puis c'est même une des raisons que je suis ici, une de mes motivations d'avoir accepté votre gentille invitation, c'est de dire, on est capable d'y arriver. Les ressources sont là. Soccer Québec a déjà tout mis là. Le plateau, il est là. Il faut juste prendre et l'appliquer. Pas facile, parce que prendre et l'appliquer, mais au moins tout est déjà là. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est quoi un bon CDC? Tu l'as. Comment y arriver? Tu prends la boîte à outils, puis tu l'appliques. On a fait un tableau, comment organiser un CDC. Tu sais, tout est vraiment déjà sur papier pour tout le monde. Et donc, après, c'est de prendre la responsabilité dans le club, de le faire à l'interne. Et puis, c'est vrai que les ressources humaines, c'est compliqué. Et puis, tu as peut-être un responsable de plateau qui est capable, si lui était 4 fois lui, de le faire. Ça se peut, là. Ça se peut. Donc, c'est de faire de la formation, d'être patient, d'accompagner. Moi, je crois beaucoup aussi, puis j'invente rien, là. Mais tu sais, t'es U17, là, t'es U15, t'es U16. Ces catégories-là qui ont joué dans les 10 dernières années là, dans ton club, là, c'est un beau petit bassin de gens parce qu'ils ont déjà la touche du ballon. Tu les amènes en CDC. J'ai vu plein de clubs utiliser cette technique. Ils en prennent 10. Au final, il y en a 4 qui ont la piqûre pour de vrai. Là. Et ces 4-là, là, c'est tes futurs responsables de plateau dans 5 ans. Mais oui, ça prend du temps. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu dises, bon, il faut que je développe du monde, là, sinon mes ressources humaines, c'est à chaque année, je pédale. T'sais. Fait que moi, je crois énormément, puis je le dis ouvertement depuis de nombreuses années, prenez vos équipes U15 à U17, amenez-les en grand nombre, formez-les, encadrez-les, ces jeunes-là, donnez-leur des groupes U9 à U12. Je ne recommande pas de leur donner des team bits. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de commencer dans les team bits, je le dis ouvertement. U4 à U8, ce n'est pas un bassin qui les motive tant que ça, les adolescents, mais du U9, U10, ils commencent à retrouver cette sensation du foot, là, que ça ressemble plus à du foot. En U6, tu as encore des petits qui ramassent des fleurs, qui suivent les papillons, c'est normal. Donc, U9 à U10, je crois beaucoup à cette jeunesse-là. Tu les amènes, tu les encadres. Si tu peux les payer un petit peu, ça peut les motiver. Pas besoin, ça ne coûte pas trop cher. Mais oui, il y a un coût, mais c'est le long terme. Puis la réponse, Kevin, je vais être très honnête avec toi, c'est oui, ça prend du temps. Il n'y a aucun développement sportif qui se fait sur 12 mois. Ça n'existe pas. Donc, tu prends un club, ça te prend 12 mois à mettre d'abord un an, puis ensuite un autre 12 mois pour... Ah, puis là, après 36 mois, tu sais, à ta 3e année, tu te dis, hey, coudonc... ça va mieux. Ça va mieux, exact. Mais pour vrai, c'est du changement organisationnel, c'est ça. Donc, dans le sport, c'est pareil. Donc, 3 ans, là, c'est comme tu commences à récolter les fruits. Donc, c'est beaucoup de motivation intrinsèque. T'sais, parce qu'avant d'avoir la petite tape sur le dos, là, puis de dire hey, bravo Kevin, beau travail, là, tu manges beaucoup de claques avant de manger la tape sur le dos. Fait que c'est pas facile. Et je suis très conscient, là, je l'ai vécu moi-même. C'est pas facile. C'est pas facile de changer les mentalités, d'amener tout le monde sur le bateau. Là. Okay. Si on est conscient, c'est bon, parce que des fois, on a l'impression qu'on se fait pousser les décisions comme ça, puis débrouiller avec ça. Non, pas du tout. Nous, on croit beaucoup à l'accompagnement. Même toute la grille a été faite pour accompagner et non pas juste pour corriger.
Toute la grille a été conçue pour un accompagnement plutôt que juste un marteau puis dire vous êtes bon, vous êtes pas bon. Toi, parce que là, je t'ai entendu en parler. Toi, tu vas sur le terrain quand même. Soccer Québec, vous faites des évaluations Ah oui, de toute CDC? l'année. J'en ai fait 2 déjà cette semaine. Oui, excusez-moi. Je suis Continue, désolé. parce que Ouais, les excusez-moi. Jonathan- Donc cette semaine, je suis déjà à ma 6e. Là. Quand j'aurai fini cette semaine, je serai ma 6e. Ok. Déjà, là, dès le mois de mai, d'habitude, là, on laisse les clubs démarrer. Là, puis à partir de la fin mai, là, on est là. Juste pour ma culture Ouais. personnelle, mais là, Soccer Québec, vous faites des évaluations pour les clubs de reconnaissance nationale, parce que nous c'est la RSN qui fait l'évaluation de nos CDC. Exactement, exactement. Donc national, provincial, c'est Soccer Québec qui s'en occupe. Régional, soccer de qualité, c'est les régions, puis c'est comme ça que tout le monde est content, puis ça marche très bien. La grille, elle est la même? La grille, elle est la même. Nous, on a dit à tous les directeurs techniques régionaux qu'on leur fait confiance. On fait confiance. Si vous jugez que dans telle dimension de votre région, pour tel type de club, votre note où vous êtes satisfait, c'est 60, ben bravo. T'sais, nous, Soccer Québec, on veut 80 et plus. Sinon, on revient pour faire une autre visite. Moi, Philippe Gajevic, j'aime le 90 et plus, mais bon, je suis quelqu'un de... j'aime ça vraiment, la pousser. Mais 80, je suis très content. D'habitude, 80 et plus, quand même, ton CDC était bien. Là. Fait que nous, c'est 80 et plus, mais ça se peut que pour un club soccer de qualité, tu dis, hey, si tu réussis à avoir 70 dans ta grille, là, hey, good job, ça se peut que ça soit ça. Mais ça se peut qu'ils aient les mêmes critères d'excellence que nous, puis dire, hey, tout le monde poussé, tu sais. Et puis, ça, c'est la prérogative des ARS. Nous, on travaille beaucoup avec les ARS. On ne peut pas aller voir les 200 000 membres, là, nous, Soccer Québec. Là, on n'a pas... Donc, il faut vraiment se séparer cette tâche-là. Ça fonctionne très, très bien. Ils ont des manières de faire qui sont le résultat de la connaissance de leur territoire, de leur membership, de leur réalité géographique, démographique. Donc, il y a un paquet de choses que l'ARS est vraiment mieux équipée là, pour faire la job. Là. Fait qu'on ne veut pas faire la job à leur place. T'sais, on leur donne tous les outils. Maintenant, comment ils vont l'utiliser, à quel moment de l'année, de quelle façon ils accompagnent, ça, c'est vraiment les ARS qui ont toute la prérogative, tous les droits de faire ça avec leur club. Nous, on leur donne les outils, on est toujours là pour les accompagner, on les rencontre tout le temps, là, on se voit tout le temps, les DTR et nous. Donc, on est là pour les accompagner, mais c'est eux qui font ce travail-là, effectivement. Okay. Donc, national, provincial, c'est nous, régional, qualité, les ARS. Okay. Donc, on s'excuse pour la petite coupure d'image. Tu vas encore me rajouter de la post-production, toi, t'aimes bien? Et une petite coupure d'image? Ouais. Oui, c'est pour ça que je me suis levé. Est-ce que mon toupette est toujours correct? Ben, c'est probablement pour ça que la caméra l'a le toupette s'est déplacé, la caméra c'est ça. coupée. Ça marche plus, coupé. Non, on a eu une petite coupure de batterie. Je t'allais replacer. Super, merci Jonathan. Ça faisait pas mal de choses, parce que tu avais d'autres questions, Jonathan ou Ben, en fait, je pense qu'on a été encore plus loin que je pensais. On était dans les détails. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aille dans les détails des il y avait ateliers. un entraîneur pénible là, qui avait pas mal de questions. On lève l'entraîneur pénible. Oui, parce que je l'appelle l'entraîneur qui a tout donné et qui veut continuer à donner, mais qui est... C'est pas un entraîneur pénible, on prend ça en rigolant, mais Ouais. Quand on fait des changements comme ça, il faut prendre le temps d'accompagner les gens. Exact. Puis il y a des craintes. Comme je te dis, des craintes. Quand je te donne l'exemple du 3 contre 2, bah, c'est une crainte d'entraîneur que j'avais. Je dis, mais j'ai l'impression de ne pas être efficient, j'ai pas l'impression d'être bon dans la situation dans laquelle tu me mets, là, le CDC. Je peux comprendre pour le développement des jeunes au Québec, ainsi de suite, je la comprends. Mais moi, pour ma petite personne, là, aujourd'hui, le qui est le mardi au CDC, bah, tu me mets mal à l'aise, quoi. Je suis sorti de ma zone de confort et exact. Je venais juste aider. Mais c'est exactement ça. Tout changement fait en sorte que les gens sortent de leur zone de confort. Et donc, ça, c'est vrai partout, dans toutes les organisations, dans tous les changements, que ça soit sportif ou autre. Donc, écoutez, c'est tout à fait vrai. Et donc, la gestion du changement, c'est une réalité dans notre sport. Et l'accompagnement, le suivi, les outils, d'être positif, d'encadrer, d'être clair aussi, je pense que c'est très important. Dans les attentes qu'on a envers eux, c'est fondamental pour réussir le changement. Puis, en fait, tu as commencé dès le début, là, Philippe, en nous remerciant pour l'invitation. Ben, nous, on te remercie d'avoir accepté l'invitation, puis on te remercie de ta générosité. Ça a été un échange très, très, très positif. Là, je m'en allais vers la fin. Je ne sais pas si tu avais autre chose de ton côté.
Kevin. Oh, j'aurais bien encore d'autres piles questions à poser à Soccer Québec, mais on va rester sur le thème. Non, on aime bien les gens de Soccer Québec, mais on a toujours des petites questions. Toujours. Des petites- C'est Non, mais normal, c'est Il y a normal. plein de sujets, puis là je reconnais qu'on a un petit peu la chance d'avoir quelqu'un de Soccer Québec qui vient à Shawinigan. Ouais. Je te cacherai pas qu'on est très content, puis s'il y en a d'autres qui veulent venir, parce qu'on aura encore plein d'autres sujets que j'adorerais partager avec Tout à Soccer fait, Québec, on a avec des- toi ou avec d'autres. Mais On a j'ai des plein spécialistes, d'idées qui- vraiment, on est une équipe formidable à Soccer Québec. J'ai une chance inouïe là, de travailler avec des gens aussi compétents là, tous les jours. Là. Ouais. Vraiment. Ben, je peux dire l'expérience est très positive. Pour moi aussi. Puis j'ose espérer que, en fait, je crois que ça va aider à tous les gens qui nous ont écoutés jusqu'à la fin là, de comprendre le pourquoi des CDC, c'est quoi les bénéfices de se diriger vers ça. Donc, un gros merci encore une fois. Merci à vous encore une fois. Philippe. Et donc, pour les gens qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, je vous invite à vous abonner, à nous suivre sur les différentes plateformes. Faut C'est prendre l'habitude. le réflexe pas le s'en réflexe vient. important. Donc, on est sur Podbean, on est sur Spotify, on est sur YouTube Music et Amazon Music. Et si maintenant, avec la vidéo, on va être aussi sur YouTube en vidéo. Donc, un grand merci à tout le monde et en vous souhaitant un excellent match ou une excellente partie. Une bonne saison. Une bonne saison. Merci infiniment. Merci à toi. Merci, à la prochaine. Bye.